Voilà, bonjour. Voilà, je vais présenter effectivement une recherche. Je ne vais pas vous la présenter en détail. L'objectif ici n'est pas de présenter tous les tenants et aboutissants de la recherche et de ses résultats, mais c'est plus d'en montrer suffisamment que pour qu'on puisse éventuellement avoir par la suite une discussion sur cette question, hein, du lien entre connaissances en éducation et pratique ou politique éducative. Et, et la recherche dont je parle, en fait, c'est une recherche dont l'origine est effectivement mon intérêt pour la question des inégalités, des ségrégations scolaires, qui avait notamment donné lieu à une recherche financée par la région bruxelloise sur la question de la ségrégation urbaine et scolaire à Bruxelles. Et avec la chercheuse Élise Serradioglou, on avait fait un cahier sur ce thème-là, dont une des conclusions majeures était de montrer que la ségrégation scolaire observée à Bruxelles était loin d'être le simple reflet de la ségrégation urbaine. Et c'est suite à la lecture de ce cahier que Nico Hirt, donc un des militants de l'APED, hein, l'association l'Appel pour une école démocratique, m'a contacté en disant écoute, ce que tu as fait m'intéresse, et les données que tu as travaillées m'intéressent également. Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour tester une proposition que l'APED a faite en son temps et maintient toujours d'un autre dispositif d'affectation des places dans les écoles aux élèves. Et c'est comme ça que on a travaillé ensemble, et je dois dire davantage Nico Hirt que moi-même, parce que c'est lui qui a vraiment pensé, disons, l'algorithme, le logiciel de traitement des données. Et Mais par contre, la rédaction de l'analyse de ces données et de leur interprétation est vraiment commune. Donc, c'est une recherche, je vois ici que je loupe une chose, enfin bon, c'est pas grave. C'est une recherche qui n'est pas une recherche commanditée, et c'est une recherche qui est faite, qui est le résultat d'un partenariat entre quelqu'un qui a le statut de chercheur dans un centre de recherche, moi-même, et quelqu'un qui a plutôt le statut de militant, même si il a de solides bases de connaissances en statistique. Alors, l'objectif de ce travail était de montrer qu'il est théoriquement possible de répartir les élèves en réduisant simultanément les trajets domicile-école et les différences de composition sociale entre écoles, de même que de faire en sorte que les publics de chaque école, en termes socio-économiques, se ressemblent davantage. Et une telle démonstration semblait importante dans le but de débloquer le débat sur la régulation des inscriptions, qui est quand même notamment bloqué par la question de la liberté de choix, qui est inscrite, comme chacun le sait, enfin en tous les cas les Belges le savent, dans la Constitution. Donc l'idée, c'était de faire en sorte de montrer la faisabilité, au moins théorique, d'un dispositif qui respecte la liberté de choix, mais probablement pourrait modifier de manière substantielle la manière dont les élèves se répartissent entre les écoles. Et si Nico Hirt s'intéressait à la ségrégation scolaire, c'est notamment parce qu'il fait un lien fort entre composition des publics d'école et inégalité scolaire. Lien que je fais également, même si je suis conscient, mais lui aussi d'ailleurs dans une certaine mesure, que de nombreux paramètres viennent interférer entre la composition d'une classe ou d'une école et les inégalités scolaires. Donc en fait, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment sur le lien entre marché scolaire et ségrégation scolaire. Donc c'est l'idée que on veut donc modifier le lien entre
euh, le lien explicatif entre marché scolaire et ségrégation scolaire, proposer autre chose de manière à ce que la ségrégation scolaire soit moindre. Et donc, comme je l'ai dit, parce que cette ségrégation scolaire est évidemment avec de multiples médiations, vecteurs d'inégalités scolaires et sociales, et de sociétés ici décrites comme non démocratiques, ce qui est un peu rapide, mais enfin disons de sociétés basées sur la compétition, et finalement peu démocratiques et peu solidaires. Ah, donc c'est effectivement bien sur cette flèche rouge qu'on veut travailler, uniquement sur cette flèche rouge, donc sur un élément d'un processus qu'on sait évidemment complexe. Alors donc ça pose la question de la régulation des inscriptions, de l'affectation des places. Simplement donc l'APET part du constat que aucun des trois systèmes qui est présenté là n'atteint une réduction significative de la ségrégation scolaire, ou même dans certains cas ne cherche pas à l'atteindre. Donc le décret inscription, d'abord parce qu'il ne concerne qu'une seule des 12 années d'enseignement obligatoire, et parce que le principe du libre choix reste vraiment le principe directeur, et qu'en gros, ce dispositif vise davantage la transparence du processus d'attribution des places que vraiment une plus grande mixité. Quant à responsabiliser les acteurs locaux, qui est en gros la recette préconisée par le pacte, qui n'a pas voulu affronter vraiment de manière frontale cette question de la ségrégation des publics, il y a quand même lieu de croire que ce dispositif est peu convaincant, donc on reste dans un contexte dominant de marché. Quant à la carte scolaire à la française, on en connaît aussi toute une série de limites, et on voit bien aussi que ce n'est pas nécessairement vecteur de moins d'inégalités scolaires. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, ça je l'ai dit. Et donc, en fait, Nico Hirt a mis en place un logiciel qui a travaillé sur les données dont on disposait, c'est-à-dire des données administratives concernant l'ensemble des élèves de l'enseignement fondamental bruxellois, financés ou organisés par la communauté française, avec donc ses limites. C'est-à-dire que oui, il est possible effectivement de localiser très précisément les implantations. Par contre, la localisation géographique des élèves est plus compliquée. Ils sont affectés à un secteur et pas à leur adresse précise. De même que pour l'indice socio-économique, en tous les cas à cette époque-là, l'indice socio-économique n'était pas personnalisé, et que donc l'élève était affecté d'un indice socio-économique moyen de son secteur de résidence. Et donc il y a un certain nombre de dispositifs techniques dont je ne vais pas parler ici, qui permettaient quand même d'attribuer de manière disons aléatoire un lieu de domicile précis et un indice socio-économique précis à l'élève. Et puis sur cette base-là, sur cette donnée-là, on a construit donc un algorithme qui consiste en gros à donner une première affectation à l'élève, une première école à chacun des élèves, et puis de manière itérative à remplacer élève par élève l'affectation à une école jusqu'à ce qu'on atteigne en quelque sorte un point optimal qui permet à la fois de diminuer les distances entre école et domicile et de rapprocher les caractéristiques de composition socio-économique des écoles. Mais je ne vais pas donc, comme je l'ai dit, vous faire un cours sur les méthodes qu'on a utilisées. Quant aux résultats, je les donne très succinctement également. Donc, quand on applique ce genre de logiciel avec plusieurs modalités, on voit qu'effectivement, on peut, par rapport à la situation réelle qu'on observe à Bruxelles dans l'enseignement primaire, on peut à la fois réduire la distance moyenne parcourue par les élèves et augmenter la mixité sociale interne aux écoles, autrement dit, réduire les différences entre écoles en termes de composition
sociale. Et puis ici, évidemment, avec un titre au bazooka, la fin des ghettos, c'est ce qui est promis. Adoptez notre méthode et vous allez voir, il n'y aura plus de ghettos, puisque vous avez vu, on a ici distribué les élèves entre les 10 déciles, et qu'on voit donc dans la réalité en 2011, il y avait à peu près 21% des élèves qui étaient dans les 3 premiers déciles et 20 dans les 3 déciles les plus favorisés. Et donc, la proportion d'élèves qui resteraient dans des écoles ayant ce décile-là tombe à 0 pour les déciles les plus défavorisés et à 6% pour les déciles les plus favorisés. Donc, autrement dit, les écoles se ressemblent bien davantage, et on peut le voir ici dans cette carte géographique, où les écoles les plus défavorisées sont en rouge vif et les écoles les plus favorisées en bleu vif. La situation réelle montre donc un contraste important, et la situation générée par l'application du logiciel d'attribution des places montre une situation moins contrastée, même si on voit qu'effectivement, puisqu'on voulait maintenir une distance domicile-école, les quartiers les plus excentrés, donc Uccle, Woluwe, etc., restent essentiellement composés d'écoles au public peu mélangées. Voilà, donc ce qui est prouvé avec une analyse de ce type-là, c'est que pour le primaire bruxellois, en tous les cas, et ça c'est la première conclusion est celle qu'on avait déjà faite avec le premier cahier du GIRCEP, la ségrégation scolaire n'est pas le pur reflet de la ségrégation résidentielle. Et deuxième conclusion, c'est qu'à distribution résidentielle constante, il y a théoriquement moyen de réduire la ségrégation scolaire sans accroître la distance entre domicile et école. Alors bien sûr, ce serait bien de pouvoir consolider la preuve, de pouvoir faire tourner le modèle sur des données plus précises, puisque maintenant on a davantage, disons, de moyens d'identifier les caractéristiques socio-économiques de chaque élève, de complexifier aussi le modèle en multipliant les paramètres pris en compte, de tester si les conclusions qu'on a observées à Bruxelles pour l'enseignement primaire valent aussi pour d'autres niveaux d'enseignement ou pour l'enseignement primaire dans d'autres zones géographiques, ce qui n'est pas nécessairement certain. Mais par contre, ce qui reste en question, c'est évidemment les effets d'un tel dispositif. Donc si on mettait, si du jour au lendemain, la Fédération Wallonie-Bruxelles trouvait que l'idée de l'APED était vraiment la meilleure et la mettait en œuvre, rien ne serait pour autant joué. D'abord, il y a des premiers types de questions, c'est vraiment sur l'effet du dispositif sur la ségrégation scolaire. Donc, quelles seraient les réactions des acteurs, et notamment des familles? Est-ce qu'ils ne mettraient pas en place un certain nombre de stratégies de contournement? Pourrait-on paramétrer le dispositif de manière telle à ce que la plupart des familles ne demanderaient pas, en quelque sorte, à réviser le choix, l'attribution qui leur aurait été faite? Parce que je crois que j'ai oublié de vous expliquer un peu en quoi consistait le dispositif de l'APED. C'était en gros de dire, on attribue à chaque élève une école, suite au dispositif, au logiciel dont j'ai parlé. On affecte donc qui permet d'avoir une distribution relativement homogène des élèves. On l'attribue aux familles, mais ces familles gardent le droit de demander dans un second temps un changement d'affectation. Le pari qui est fait, et qui mériterait, disons, davantage d'analyse, le pari qui est fait, c'est que comme les écoles seraient davantage homogènes en termes socio-économiques, la plupart des familles ne demanderaient pas un changement d'affectation, et sans doute la majorité des familles populaires ne demanderaient pas
un changement d'affectation, ce qui dissuaderait les familles plus favorisées d'être vraiment à la recherche d'une école où ils peuvent cultiver l'entre-soi. Mais évidemment, ceci part du présupposé que le principal élément de choix des familles est un choix basé sur la composition socio-économique de l'école, ce qui est certes, dans la majorité des cas, un élément pris en compte, mais évidemment pas le seul, notamment le type de pédagogie, etc., le type de culture, le caractère confessionnel ou non de l'école sont sans doute des éléments. Donc, parier sur le fait que les acteurs ne seraient pas trop nombreux à demander une nouvelle affectation, voilà, ça demanderait à être vérifié. De même que demanderait à être vérifié le fait de pouvoir vraiment paramétrer le dispositif sans le complexifier à l'envi, de manière à ce qu'ils évitent d'être trop nombreux à adopter des stratégies de contournement. Et puis, deuxième type de question, c'est évidemment la question du lien entre la composition socio-économique de l'école et les outputs en termes d'égalité, puis en termes aussi d'apprentissage d'un certain nombre de valeurs ou de conceptions qu'on a de la société, enfin que les élèves ont de la société. Est-ce que vraiment, et la réponse est non, est-ce que vraiment mixer les publics va automatiquement réduire les inégalités, va automatiquement développer une société plus démocratique et plus solidaire? Ben non, évidemment non. On sait que joue toute une série d'autres paramètres et que joue notamment l'ouverture des enseignants à cette conception de l'éducation et leur capacité aussi à faire face à des groupes davantage hétérogènes. Et puis, troisième type de question, qui lui vraiment pose la question de est-ce qu'on est en mesure vraiment, est-ce que la société belge est mûre pour décider de manière consensuelle, ou en tous les cas de dégager une majorité pour mettre en œuvre un dispositif tel que celui proposé? Évidemment, on peut en douter sérieusement, vu l'attachement viscéral, on pourrait dire, à la liberté de la société belge, à la liberté de choix des écoles, et puis au contexte sociétal lui-même, donc qui est une société inégalitaire, enfin de plus en plus inégalitaire, une société aussi marquée par les valeurs de compétition, et qui fait que finalement les gens ne sont pas prêts, dans leur majorité, à lâcher une partie de leur maîtrise, réelle ou supposée, du destin de leur enfant. Donc on voit bien que une recherche comme celle-ci, et j'en viens donc à la question donc, du colloque, hein, donc du lien entre connaissances éducatives et pratiques ou politiques éducatives, on voit bien effectivement que la recherche ici peut sans doute de manière assez convaincante montrer qu'un dispositif technique peut produire un certain effet, mais que cet effet, évidemment, cette relation de cause à effet ne porte que sur des facteurs bien circonscrits qui doivent s'insérer dans un paysage beaucoup plus large, donc un phénomène beaucoup plus complexe qui comporte beaucoup d'autres facteurs qui viennent interférer tant dans le processus de décision et de mise en place du dispositif lui-même que dans sa mise en œuvre concrète. Voilà. Et j'ai respecté absolument les 20 minutes, malgré le petit bec. Ok, alors c'est difficile de réagir à l'intervention de Bernard, pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire, et puis on se connaît depuis tellement longtemps. Je pense qu'on se connaît depuis 1998. Et le décret discrimination positive, c'est vous dire si on se connaît depuis longtemps. Et d'ailleurs, les données dont il est question, elles sont issues de cette aventure très très longue où en fait une équipe interuniversitaire était chargée de calculer le fameux indice socio-économique. Pourquoi interuniversitaire? Parce qu'en Belgique, vous connaissez le système de piliers et les suspicions légitimes, donc on était parti à 3 et puis pas de chance, on s'est plutôt bien entendu et on a pu avancer, sans quoi c'était absolument impossible d'avancer. Alors,
quelques éléments de réaction par rapport à ce que Bernard dit. Moi, je pense que le premier point qui saute aux yeux, c'est de dire il faut des données si on veut pouvoir avancer. Et ici, il y a des données. Alors les données, c'est des données publiques, mais auxquelles on n'a normalement pas accès et qui ont pu être utilisées à des fins intéressantes. Si je compare, c'est un peu, mais en plus public, ce que l'OCDE fait. Alors on peut aimer ou pas aimer PISA et ce que l'OCDE prône, mais l'intérêt de PISA, c'est de mettre à disposition les données. Je crois qu'ici, il y a un intérêt d'avoir des données, sans quoi on peut continuer à fantasmer, raconter n'importe quoi, penser que ce serait mieux autrement, etc. Mais je trouve que le mérite du travail, c'est d'aller expérimenter, de montrer la faisabilité, pas l'efficacité. Si on regarde la discussion de ce matin, ce qui est intéressant, Bernard l'a bien dit, on ne sait pas si ça marcherait mieux de faire comme ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il est possible de faire des écoles plus hétérogènes parce que les écoles concentrent davantage que la géographie des effets ghetto, des effets de concentration. Et ça, c'est important à le montrer, quand par ailleurs, au moment du décret inscription en 2007, un responsable de réseau d'enseignement, mais il y en a sans doute d'autres, disait l'école est injuste parce que la société est injuste et que l'école est le reflet de la société. Non, d'un point de vue ségrégatif et de composition des écoles, les écoles sont plus ségrégées que la composition géographique des quartiers et en particulier à Bruxelles. Donc c'est important non seulement que Bernard, comme chercheur, mais aussi Nico Hirt, comme à la fois syndicaliste et engagé dans un mouvement volontaire, puisse faire ce travail. Donc moi, je plaide vraiment pour qu'il y ait une réflexion sur la mise à disposition des données de manière à rendre possible les choses. Évidemment, ça pose le problème de la divulgation de données à caractère privé. Et donc, mais ce n'est pas encore en Belgique la question qui se pose. Le secret, la discrétion, certains collègues parlent de la Belgique comme un pays discret. C'est surtout un pays vachement hypocrite. Vachement hypocrite parce que, je souscris à tout ce que Bernard a dit, on a un système de choix, de marché. Mais on est à peu près le seul marché au monde où on ne sait pas ce qu'on choisit et on n'a pas de critères. On ne vous donne pas la performance des lycées, des collèges, comme c'est le cas en France, par exemple. Vous pouvez se dire, moi j'ai envie d'une bonne école pour mon gamin, ma gamine, donc j'ai choisi la meilleure école. Non. Et donc finalement, il ne faut pas s'étonner que des facteurs comme la composition sociale, qui se voient, à certains endroits ça se voit particulièrement, etc., soient finalement des critères qui vont être utilisés sans pouvoir vraiment le dire, quoique certains aujourd'hui sont assez décomplexés par rapport à ce genre d'arguments. Donc je veux dire, on est dans un système de choix vachement hypocrite. Moi je ne choisirais pas une voiture, une machine à lessiver sur la même base. Et ce qui est aussi très drôle, bien avant en 2007 que j'évoquais, c'est que deux responsables, cette fois-ci de réseaux d'enseignement, dont un public, disaient, quand le test achat dont on a déjà parlé tout à l'heure avait voulu faire un palmarès des écoles, et encore c'était sur les espaces verts autour, etc., c'est scandaleux, nos écoles ne sont pas des produits. Faux cul. En fait, nos écoles sont bien des produits, mieux vaut l'avouer. Alors moi, je n'aime pas le marché, mais je préfère un marché dont on connaît les termes plutôt qu'un marché de dupes. Et aujourd'hui, on est bien dans un marché de dupes. Donc je trouve que le travail de Nico et de Bernard, ça fait œuvre utile, ça montre qu'on peut avancer. Alors c'est aussi intéressant de confronter des concepts, des positions politiques, voire idéologiques. C'est mieux que ce soit mixte, bon, ça reste à voir, mais c'est intéressant de pouvoir le confronter, le mettre en œuvre. L'indice, Bernard l'a évoqué, l'indice a évolué. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le même indice. Ça rendrait sans doute encore un peu plus compliqué, mais encore bien plus intéressant le travail qu'on pourrait faire sur cet indice-là. L'indice dont il est question, c'est l'indice du lieu de domicile des familles, donc des familles dont les élèves sont issus. Aujourd'hui, les indices qui sont utilisés sont calculés sur base des compositions des familles elles-mêmes. Mais vous voyez tout de suite combien ce serait plus intéressant, mais combien ce serait évidemment à manier avec plus de prudence, puisqu'on pourrait reconstituer un certain nombre de choses. Et vendredi, c'est RGPD, donc l'accès aux données individuelles, etc. Donc on voit bien évidemment combien ici la recherche, dans un marché d'hypocrites, va être compliquée. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Nathanaël a été assez modeste en disant que j'avais travaillé là-dessus. Il a aussi beaucoup contribué, notamment en essayant d'implémenter des modèles multi-agents pour voir comment les choix s'effectueraient. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire à partir des données. Encore faut-il les rendre disponibles et vouloir travailler par rapport à ça. Évidemment, la rationalité, c'est possible d'avoir des écoles moins ségrégées, c'est une chose. Vouloir qu'elles soient moins ségrégées, c'est une autre. Je crois qu'on a fait le plus facile. C'est-à-dire démontrer qu'il était possible que les écoles soient moins ségrégées. Montrer que les parents ou les acheteurs, les clients, voudraient des écoles moins ségrégées, ça c'est une autre aventure, mais on aura sans doute l'occasion d'en discuter par rapport à cet aspect-là. Donc voilà en tout cas, moi ce que ça m'évoque, donc je suis à la fois enthousiaste en me disant, finalement, Nico c'est un enseignant, alors certes volontaire, qui a beaucoup de compétences, mais c'est possible d'aller fouiller les choses pour autant qu'on s'associe, qu'on s'allie et qu'on ait une vision de ce que serait l'école.
Et ça, moi, je trouve vraiment aussi un point particulièrement enthousiasmant. Voilà, mais j'en ai déjà dit beaucoup trop. Certainement, vous avez sans doute d'autres choses à raconter. Une question. Dans le modèle qui est présenté, ce serait donc possible aussi que les écoles aient l'état des lieux avant les grandes vacances, ce qui permet aussi aux écoles de sortir de ce rush perpétuel, de cette dépense d'énergie au mois de septembre. Donc je voudrais voir une confirmation de ça. Donc ça veut dire on sait très bien voir fin mai l'état des lieux pour le septembre. Bah, oui, enfin, on n'est pas allé dans le détail du dispositif. Hein, donc on n'a pas été jusqu'à faire des recommandations sur tous les aspects vraiment très détaillés du dispositif. Mais oui, normalement, ça devrait être possible. C'est un élément aussi intéressant en termes d'assouplissement du système, quand on voit comment les directeurs courent partout pour essayer d'organiser. Et là, cette débauche d'énergie qui se passe en septembre, on pourrait très bien imaginer à ce moment-là un système beaucoup plus planifié, les enseignants connaissant déjà les cours qu'ils auraient, pouvoir mettre en place un tas de dispositions fin mai ou fin juin. Et c'est intéressant en termes de souplesse du système aussi. Peut-être qu'on pourrait dire que le décret d'inscription tel qu'il fonctionne aujourd'hui avec la liste unique, les trois variantes du décret d'inscription, c'est une couillonnade. On a voulu non performante pour démontrer que ce n'était pas une bonne idée. Et chacun y est allé à reculons. Une affectation centralisée où on s'inscrit à un seul endroit serait vachement plus efficace que de devoir aller dans une école. Et ça au motif qu'il faut rencontrer le directeur pour savoir quel est le projet pédagogique. Rien n'empêche d'aller voir le directeur de toutes les écoles qu'on a envie et de s'inscrire de façon centralisée. Je prends toujours une analogie. Quand moi je vais voter aux élections, ça va être le cas en école, je ne suis pas obligé d'aller déposer mon bulletin de vote dans le parti pour lequel je voterai en premier. Et si celui-là n'était pas possible, je voterai un autre ensuite. On va voter au même endroit, on est des citoyens, on fait société ensemble, mais l'information, évidemment, je la prends où je pense qu'il faut que je la prenne. Mais ce que tu dis montre quand même aussi, disons, les limites d'une recherche comme celle-ci. Hein. C'est-à-dire que la distance qu'il peut y avoir entre la proposition qui est faite ici et qui est une proposition assez générale et sa mise en œuvre dans un décret, c'est-à-dire que entre les deux, il y a toute une série de choses qui devraient être débattues et qui sont aussi des occasions de détricoter l'idée initiale et en quelque sorte de tellement la diluer dans d'autres considérations. Hein, donc parce qu'en fait, il y a plein d'embûches avec un système comme celui-ci. Par exemple, l'idée, c'est de ne pas l'appliquer uniquement en début de secondaire, mais c'est de l'appliquer tout au long de la scolarité. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au déménagement ? Comment les prend-on en considération, tu vois ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la préférence réseau ? Qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles par rapport à l'existence d'une offre néerlandophone, hein ? Donc voilà, il y a plein effectivement. Donc c'est bien ce que je dis. Hein, donc la recherche ici a montré le caractère faisable d'un modèle relativement simple, qui ne prend pas en compte toute une série de difficultés, de complexité. Voilà. Utilise le commun parce que la caméra va utiliser le son. Ok. Tu dis dans ton intervention ici à la fin que les gens, la société, ne sont pas prêts pour la mise en place d'un dispositif pareil qui vise plus de mixité dans les écoles. Et je ne comprends pas pourquoi on dit ça. Qu'est-ce qui prouve que les gens ne sont pas prêts pour ça ? Alors oui, c'est vrai que... Mais là, on peut... Hugues saurait sans doute en dire beaucoup sur Hugues Dralan saurait sans doute en dire beaucoup sur le sujet. Donc moi je crois que c'était ça aussi le sens de la dia où on voyait donc les flèches qui remontaient. Donc c'est-à-dire que c'est la difficulté en quelque sorte de faire passer au niveau scolaire quelque chose qui a à voir avec un projet de société qui est en décalage par rapport aux caractéristiques essentielles de la société actuelle. C'est-à-dire, moi je peux très bien comprendre que des parents qui sont dans l'opération de choix d'une école, dans le contexte sociétal actuel, qui est un contexte quand même où ils savent que leur enfant va être tôt ou tard confronté à la compétition, notamment à la compétition sur le marché du travail, ne sont pas prêts d'abdiquer
sur leur maîtrise de ce qui, à leurs yeux, risque d'être le plus bénéfique pour leur enfant, pour développer ses atouts dans cette compétition. Et donc, comme ces parents attribuent notamment à la composition sociale, et moi je dirais même plus à la composition académique de l'école, hein, plus qu'à la composition sociale, c'est-à-dire les parents redoutent les influences néfastes, non pas tellement de gens qui viennent d'un milieu différent, mais de gens qui viennent d'un milieu différent à condition qu'ils n'aient pas le même comportement ou les mêmes valeurs que celles qu'ils veulent inculquer à leurs enfants, ou qui risquent de tirer, à leurs yeux, cognitivement, leurs élèves vers le bas. Voilà. Et donc, ça, je crois quand même que c'est un élément qui est quelque part imposerait une rupture, quoi. Et donc c'est pour ça aussi que finalement, après avoir fait beaucoup de recherches de ce type-ci, qui visaient en quelque sorte à faire des propositions réformistes de l'école, moi j'ai décidé un peu de changer de cap et de travailler davantage sur ce qui me semble plus fondamental, mais aussi avec des effets de beaucoup plus long terme, vraiment interroger sur les finalités éducatives. Selon moi, un projet, disons, qui consisterait à accepter que la composition sociale et académique des écoles soit hétérogène, supposerait que les gens aient comme projet de société et adhérer à un projet de société dans lequel, par exemple, ils valorisent davantage ce que j'appelle l'égalité des places plutôt que l'égalité des chances, et perçoivent que l'école a davantage pour mission de contribuer à une société solidaire et émancipée plutôt qu'au maintien de la société dans la compétition mondiale, quoi. Oui, moi je voulais juste réagir pour dire effectivement, je trouve que la démonstration que vous faites est remarquable sur le plan mathématique, sur le plan statistique, et vous démontrez de manière assez claire. Moi j'avais lu votre travail, je l'avais commenté, on en avait discuté, que techniquement c'est possible en théorie d'allouer les places de manière plus favorable à l'objectif de justice et d'équité sociale et d'avoir une composition plus favorable dans les écoles. La question qui se pose évidemment, et au fond c'est celle que tu posais, c'est est-ce que les parents sont prêts? Bon, finalement on n'en sait rien en fait. C'est-à-dire que moi et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, ce qui m'interroge, c'est le fait que les recherches en restent à des aspects de description statistique de la réalité. On fait des travaux, là pour le coup, à partir d'un algorithme assez compliqué, mais les individus sont... dans votre modèle, il y a une espèce de pari implicite, une espèce de théorie comportementale qui n'est pas totalement explicitée. Enfin, t'en as dit un petit peu, t'as dit effectivement, on présuppose que le choix des familles est basé sur la composition sociale des écoles. C'est, comme tu l'as dit, c'est un des facteurs parmi d'autres, mais on a très peu de travaux qui s'intéressent vraiment au choix des familles, qui donnent la parole aux familles des différents milieux sociaux pour comprendre comment concrètement ces parents posent leur choix et qu'est-ce qui est important à leurs yeux quand ils choisissent un établissement. Tant qu'on n'aura pas vraiment compris comment ça fonctionne sur le terrain, commencer à échafauder des systèmes aussi intéressants techniquement et théoriquement soient-ils, on risque de se heurter à une fois si on voulait appliquer ça, à des difficultés, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il se pourrait très bien qu'un certain nombre de parents décident de quitter le public, enfin l'enseignement public ou privé subventionné comme le catholique, pour aller vers des vraies écoles privées. Enfin, on sait aujourd'hui que c'est de plus en plus le cas, et que le décret d'inscription a sans doute favorisé ça. Il faudrait le montrer. Mais bon, je pense que, par exemple, tu as évoqué le fait qu'il y avait la question de la compétition qui interrogeait les parents. Je pense que c'est vrai, effectivement, le choix de l'école est sans doute aujourd'hui important parce que les parents sont, en tout cas dans les classes moyennes, dans les classes supérieures, sont conscients de l'enjeu que ça représente pour le devenir de leurs enfants. Mais plus fondamentalement, peut-être, c'est l'idée de choix. Les parents sont attachés au choix. Et moi, ce qui m'inciterait à être prudent par rapport à ce genre de proposition, c'est le fait que ça peut apparaître comme une espèce d'imposition autoritaire. C'est l'État qui va définir le bien de l'enfant et ce qu'il faut pour sa famille. Et donc, c'est une façon
C'est ce que je suis en train de travailler là-dessus avec des mémorants notamment qui travaillent là-dessus. C'est les parents des classes moyennes et des classes supérieures diront voilà, nous on veut être responsable du choix de l'école de nos enfants, c'est important. Et aujourd'hui, c'est ce que nous apprend la sociologie de la famille, c'est que dans la sociologie de la famille contemporaine, une des valeurs centrales, c'est de pouvoir être responsable. La bonne parentalité définie dans certains milieux, c'est d'être responsable des choix, de ce qui concerne l'avenir de ses enfants. Et je pense que ce genre de proposition serait assez mal reçu par une certaine catégorie de population qui aurait l'impression d'être dépossédée d'une responsabilité parentale à laquelle elle tient très très fort. Et dans la plupart des systèmes éducatifs, en dehors de la communauté française, où effectivement on vient de systèmes plus contraignants que le nôtre, en termes de, ici on est dans le libre choix depuis toujours, on va quand même davantage vers un choix de moins en moins régulé, ou en tout cas régulé partiellement, mais qui donne quand même une liberté de choix plus grande que par le passé. Donc, aller à l'encontre de cette tendance, c'est aller un petit peu à l'encontre de l'évolution de la société contemporaine. Donc, bon, voilà, c'est sans doute compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Peut-être qu'il y a moyen d'arriver à convaincre les parents, mais encore une fois, c'est faire le pari que le seul facteur auquel ils regardent, c'est l'entre-soi. Je ne suis pas sûr que l'entre-soi soit si important que ça. Je crois que c'est important que ça. C'est important, c'est-à-dire la composition est importante, mais ce n'est pas seulement la composition sociale et ethnique, c'est la composition académique. C'est-à-dire que ça ne doit pas forcément être que des petites têtes blondes, il peut y avoir de la multiculturalité, mais il faut que l'école, que les parents, en tout cas des classes moyennes, en tout cas ceux qu'on veut attirer pour avoir davantage de mixité, soient convaincus que ces écoles soient des écoles qui vont avoir un bon niveau. Et force est de constater que dans les écoles ghetto, le problème, c'est aussi le niveau scolaire. Et donc, tant qu'on n'aura pas adressé cette question-là, on n'arrivera pas à convaincre ces parents d'aller mettre leurs enfants dans des écoles qui, par le passé, avaient cette réputation. Mais du jour au lendemain, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les convaincre de changer, quoi. Mais bon, tout ça nécessite des recherches, je pense. Ah oui, pardon. Oui, merci de me donner la parole. Une première question qui émane du tout début de votre présentation. Vous dites que vous avez bossé avec un militant. Faire de la recherche avec un militant, ça risque de pas être facile. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, c'est ce que je dis à mes étudiants en tous les cas, les militants ne sont pas des bons chercheurs. Parce que les militants, ils sont persuadés. Et quand on est persuadé, forcément, ça limite notre capacité de recul, ça limite notre capacité d'accepter d'autres idées. Et du coup, voilà, la première question aurait été comment est-ce qu'on fait pour bosser avec un militant. Ensuite, et c'est pas étranger, ça tourne autour du marché. C'est sur vos PowerPoint. Marc a dit qu'il n'aimait pas trop le marché, mais que voilà, il préférait avoir les infos dessus. J'ai retenu, enfin bon, j'espère pas trop. Voilà. Moi, je crois que le marché, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas parce que ce qui caractérise le marché, c'est qu'on a des choix à faire et qu'il y a plusieurs offres qui nous sont faites et que ces offres ne sont pas les mêmes. Donc à partir de là, le marché, il existe. Et en tant que décideur, qu'on soit enfant ou parent ou enseignant, voire à la fois parents, enseignants et décideurs, on va faire ces choix en fonction d'une information qu'on a. Et en théorie, alors ça c'est la théorie du marché, on doit avoir de l'information sur tous les produits qui nous sont accessibles. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui fait que le marché est assez inacceptable pour beaucoup, ce qui fait que le marché crée des inégalités, c'est que cette information elle n'est pas disponible de la même façon pour tout le monde. Il y a une inégalité face à l'information du marché. Et c'est ça qui, à mon avis, enfin, je ne suis pas le seul, enfin, c'est ce que disent aussi les économistes, c'est ça qui tord le marché. Les choix que l'on a à faire, si on a tous le même niveau d'information, s'il n'y a pas, entre guillemets, de délit d'initié sur « Ah bah ouais, mais c'est dans telle école, parce que telle école, attends ». C'est celle-là qui permet d'accéder à... Voilà. S'il n'y a pas de délit d'initié, le marché, il peut fonctionner et il peut être assez, entre guillemets, autant égalitaire que ce qu'il devrait être.
Ce qui est observé en France, c'est que chaque fois qu'on a essayé d'imposer une carte, j'allais dire sanitaire, excusez-moi, une carte scolaire, c'est que là encore, c'est toujours les CSP- qui s'en sortent le moins bien. Les CSP++, ils arrivent toujours à s'en sortir. Ils vont créer une adresse, ils vont déménager, ils vont louer un studio juste à côté de la bonne école et ils arriveront à mettre leurs gamins dans l'école où ils estiment, à tort ou à raison, devoir être. Donc, chaque fois qu'on essaye de tordre le marché, finalement, qu'on essaye d'imposer quelque chose au marché, le marché, entre guillemets, se venge et crée encore plus peut-être d'inégalité que quand finalement il y a une liberté d'accès à l'information et aux différents choix. Donc voilà. Alors la deuxième partie est un peu moins une question, la première reste une question. La deuxième partie est plus une réflexion et ouvre éventuellement un autre débat. Merci. Alors Marc voulait... Non, mais ça va. Oui. Vas-y. Moi, je ne milite pas pour qu'on améliore le marché. Je dis simplement qu'à tout prendre, mieux vaudrait un marché qu'un système hypocrite. Mais je suis aussi opposé à l'hypocrisie qu'au marché, donc pour être bien compris. L'école n'est pas un marché, et le marché, le but, c'est de permettre d'acheter des produits en fonction des richesses qu'on a. Le marché n'est pas équitable au sens strict du terme. Il y a des riches et des pauvres et on peut acheter plus de produits. Les produits sont normés. On sait ce que c'est. Alors nous, on n'est pas. D'ailleurs, la plupart des chercheurs en éducation parlent de quasi-marché de dupe même. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de quasi-marché ? Parce que les gens ne payent pas. Dans un système comme le nôtre, y compris les gens qui pourraient se payer des études, vraiment, en allant dans le privé, et c'est souvent l'épouvantail qu'on dresse, hein, Hugues nous rappelle ça aussi. Moi, à la limite, je m'en fous qu'il y ait des public schools en Belgique, si ça concerne 2% de la population, ou un demi-pourcent, ou un quart de pourcent de la population, et que le reste fonctionne mieux. Moi, je suis prêt à ce qu'il y ait des évasions. Tout le monde, la classe moyenne ne peut pas se payer l'école. Au sens plein du terme, l'accès, je paye vraiment le service, c'est impayable. Donc, ce sera un moindre mal. Je pense que où on ne va pas dans le marché, et je pense qu'on pourrait compléter ton intervention, c'est dire, alors il faut que le produit soit normé. Et ça, nos écoles ne sont pas normées. Ça veut dire qu'alors, il faut admettre, et les systèmes qui le font sont moins injustes que le nôtre, il y a des failing schools, on ferme les écoles. C'est-à-dire le marché produit des sous-produits inqualifiables, comme les restaurants, on risque de s'empoisonner, quand on achète du blé avarié, etc. Or, nous n'avons pas de normalisation du produit. Et moi, je pense qu'alors, il faut aller dans ce sens-là pour se dire, finalement, ce que j'achète, j'ai le choix. En fait, tout est pareil. Et ce qu'on va voir dans les systèmes où on n'a pas un marché sous tension forte, c'est parce que tous les produits sont jugés crédibles. Notre problème à nous, c'est que les gens, à tort ou à raison, et on ne leur donne pas les informations pour penser la même chose ou le contraire, on ne sait pas quelle est la qualité. Enfin, nous, comme chercheurs, on le sait, c'est très inégal, mais donc il y a ce problème-là. À mon avis, c'est là le premier problème, c'est de prendre ce courage à deux mains et de pouvoir réguler ça. Par ailleurs, quand on dit les gens choisissent, il faut aussi qu'ils aient le contre-coup du choix. Je rappelle toujours qu'une place créée chez nous en Belgique, c'est 15 000 € une nouvelle place. Or, nous allons avoir à Bruxelles des endroits où il n'y a pas de place et des endroits où on ferme des places. Et on a à chaque fois payé 15 000 €. Donc le ticket à payer, c'est ça. Et puis alors, il y a des domaines étonnamment, comme par exemple la santé. Si vous tombez malade ou un accident juste devant ici, l'ambulance arrive, elle vous conduit dans un hôpital, pas de votre choix. C'est la planification hospitalière qui vous y conduit. Et si vous voulez sortir de cet hôpital-là, parce que c'est un hôpital privé, confessionnel, etc., et que ce n'est pas votre vie, eh bien vous payerez pour le transfert. Et donc on a aussi des réflexions à prendre en disant la santé, c'est quand même un bien fondamental. Et l'école, on la traite de façon plus marchande, finalement, et plus injuste au sens où je ne paye pas mes décisions que les soins hospitaliers. Donc je crois qu'on a des marges en raisonnement de marché, mais ce n'est pas pour améliorer le marché, c'est pour essayer de sortir du marché et qu'il soit inutile d'être dans un système de marché. Si tout se vaut, pourquoi je voudrais choisir autre chose ? Et pour répondre aussi à Hugues, par rapport à la composition, si la composition ne fait rien, affectons les élèves au hasard sans tenir compte de leur composition, puisque c'est pas ça. Et on sortira de l'hypocrisie, on dira oh non, attendez, vous voulez quand même pas que j'aille dans une école avec ces gosses-là, ce que disent certains. Donc je pense qu'il faut dire, si c'est la qualité, par exemple, offrons aussi des services égaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui une école secondaire peut refuser d'organiser une première différenciée ? C'est pas normal, ou alors c'est une école de deuxième zone. Or, c'est les écoles haut de gamme. Comment est-ce qu'une école peut envoyer dans des filières professionnelles alors qu'elle ne les organise pas des élèves ? Au nom de quoi peut-on dire ça ?
hein. Donc il faut aussi réfléchir à des écoles plus polyvalentes, qui ont une offre complète, etc. Donc je crois qu'on voit bien comment on pourrait faire, mais bon, on est très loin de pouvoir mettre ça en œuvre. On préfère fermer beaucoup les yeux et continuer à croire que le marché, c'est un marché. Merci. Mais tu as un micro. Ah oui. Et donc on voit bien avec la... On voit bien avec les réactions de Marc, me semble-t-il, comment s'articule difficilement, effectivement, un volet recherche et un volet politique. Donc Marc était davantage, je dirais, dans le volet politique, c'est-à-dire une intervention au nom d'un certain nombre de valeurs, au nom de la mise en évidence d'un certain nombre de contradictions. Et donc ça fait partie des arguments qu'on peut brandir dans l'espace public pour inviter à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Et donc ça interroge la question du chercheur, quoi. Donc soit le chercheur effectivement reste simplement dans une position, enfin quand je dis simplement, je retire le mot simplement parce que c'est pas nécessairement une position, c'est pas nécessairement la position la plus simple. Quand le chercheur reste dans une position, disons, scientifique, il est amené en quelque sorte à prendre acte, et c'est là souvent la discussion qu'on a entre Hugues et moi, en quelque sorte. Hugues et moi qui partageons le même centre de recherche, partageons pas mal de choses en commun, mais aussi des divergences de vues, notamment sur cette position par rapport à la prise en compte de l'état de la société ou des représentations et conceptions du monde qu'ont les acteurs. Et donc Hugues est davantage dans une position de dire mais prenons acte, et prenons vraiment acte et comprenons, je dirais, les acteurs pour éviter de leur proposer en quelque chose qu'ils vont soit refuser, soit contourner. Hein. Et donc ils vont finalement produire des effets opposés à ceux que l'on poursuit ou éloignés de ce qu'on poursuit. Et donc ça, c'est une logique, effectivement. Et je crois que Hugues a raison en disant il ne faut pas uniquement s'arrêter à la proposition d'un dispositif comme je viens de le faire. Ça, je suis tout à fait d'accord de dire que c'est absolument indispensable. À partir du moment où on va mettre en œuvre ce dispositif, il faut effectivement prendre en compte tout ce que Hugues dit. Moi, par contre, j'ai quand même une autre position qui est de dire pourquoi faudrait-il nécessairement prendre acte du contexte sociétal dans lequel on se trouve? C'est-à-dire, est-ce que c'est quand même pas aussi une partie du rôle du chercheur? Certains diront que c'est plutôt le rôle d'un intellectuel que d'un chercheur. Mais moi, je trouve que l'université n'abrite plus assez de gens qui sont à même de quitter le positionnement de ce qu'on attend aujourd'hui d'un chercheur, c'est-à-dire des gens qui sont en mesure d'interroger aussi un certain nombre de choses qui paraissent comme étant évidentes, immuables. Et donc, je pense qu'il y a aussi un rôle des chercheurs et ou des intellectuels d'interroger la société sur les buts qu'elle poursuit, ou les individus sur l'accord social qu'ils ont construit ensemble. Je pense en quelque sorte qu'actuellement, il y a quand même lieu de penser que dans la société, il y a un certain nombre de gens, et sans doute un nombre croissant de gens, qui peuvent considérer que le modèle de société dans lequel ils sont mérite d'être remis en cause. Et donc, je pense qu'il y a lieu de faire comme ça se fait dans le domaine de l'alimentation, comme ça se fait dans d'autres domaines, dans le domaine du logement, etc. Il y a place au niveau de l'éducation pour développer une réflexion sur les finalités éducatives. Et je pense que vraiment ce débat est vraiment essentiel et que c'est seulement à ce titre-là, c'est seulement en passant par là, en quelque sorte, qu'on peut éventuellement, après, proposer un dispositif comme celui que j'ai proposé. Ça, c'est ma conviction, quoi. Mais c'est pas demain la veille. Alors,
quant à la collaboration avec un militant, entre un chercheur et un militant, bon, ben d'abord, comme vous l'aurez peut-être compris, je suis un chercheur qui ne résiste pas parfois à la tentation d'être lui-même un militant. Donc la distance à parcourir est peut-être moindre. Et puis, bon, vous ne connaissez sans doute pas Nico Hirt, mais Nico Hirt n'est pas non plus n'importe quel type de militant. Il a évidemment des convictions bien ancrées, mais il est quand même tout à fait capable d'être ouvert à la critique. Et donc, quand on a rédigé le texte ensemble, effectivement, il y a eu quelques, je ne vais pas dire des frictions, mais enfin, il y a eu quelques désaccords à discuter. Donc moi, j'avais sans doute davantage tendance à mettre de la tempérance et à insister sur un certain nombre de facteurs modérateurs des effets qu'il voulait lui mettre en évidence. Mais je veux dire, on a pu trouver un accord, on a pu trouver donc une manière d'exprimer un point de vue commun, suffisamment nuancé pour que j'accepte de le signer. Voilà. Il y avait encore une brève réaction du Dreland. Oui. Et puis, pardon. Juste pour réagir brièvement, tu faisais, Marc, le distinguo, enfin la comparaison entre santé et éducation. Il y a quand même une spécificité dans l'éducation par rapport à la qualité du service produit, c'est que la qualité du service produit dépend du public. Dans la relation de santé, c'est le médecin avec son patient. Ici, c'est un enseignant et la classe. Et donc, chaque élève, la qualité de l'éducation reçue par cet élève dépend aussi du contexte, c'est-à-dire des autres élèves. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui change et qui explique aussi pourquoi les parents sont plus attentifs, je pense, au choix de l'école qu'au choix d'un hôpital. Et les hôpitaux ne sont pas connus, mais il y a certainement des études qui montrent qu'il y a des taux de mortalité très différents d'un hôpital à l'autre. Je pense que ça existe, mais c'est pas connu. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Par contre, l'école, la différence de qualité de niveau scolaire d'une école à l'autre, c'est assez notoire et c'est assez... bon, alors, pas auprès de tous les parents, on est d'accord, certains parents n'en ont pas conscience, mais les parents eux-mêmes instruits et bien informés, les parents de milieux favorisés, on va dire, sont assez clairement conscients de ça. Et donc, je pense que la composition, du coup, joue un rôle, mais pas forcément parce que c'est la composition sociale. C'est parce que la composition sociale est vue comme un indicateur à tort ou à raison, on est d'accord, du niveau de l'école. Et tant que le niveau de l'école, tant que le niveau des écoles sera, je pense, très différent, les parents auront de bonnes raisons qu'on peut contester en tant que chercheur ou en tant que politique d'agir comme ils agissent. C'est tout. Moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre comment ils agissent. Après, il y a le débat sur est-ce qu'il faut réformer ou révolutionner la société. Je ne suis pas sûr que le rôle du chercheur, personnellement, soit de révolutionner la société. Enfin, c'est le rôle sans doute d'un intellectuel de proposer des choses en ce sens-là, et je trouve ça super intéressant, et le travail que tu as fait dans certains égards de ce point de vue-là, et avec Nico Hirt, est tout à fait remarquable. Maintenant, on peut aussi se dire que comment faire pour réformer, c'est-à-dire les buts, à partir du principe que les buts sont fixés par le politique, et du coup le chercheur a essayé, compte tenu de ce système-là, de voir ce qu'on peut essayer de faire, de mettre en place pour aller vers ces objectifs-là. Et il y a l'autre piste qui est celle que tu suggères, finalement, de révolutionner complètement la société. Mais est-ce que c'est encore le rôle du chercheur? C'est un autre débat, je pense. Okay, je vais prendre la brève réaction-question, et puis je tenterai de prendre la parole pendant une quinzaine de minutes. Moi, j'avais une petite question, mais je pense que j'ai peut-être été un peu distrait après le repas. Donc, dans les postulats pour cette recherche, il y avait bien le fait qu'il n'y avait pas de réseau ou de mise en compte des différences entre les écoles, entre les différents réseaux, pour avoir ce résultat, cette première recherche, je suppose. Donc dans le primaire à Bruxelles, oui. Vous aviez bien mis les réseaux de côté pour avoir une carte homogène.
Absolument, oui. Ok. Et la deuxième question qui va dans le même sens, j'avais été distrait, excusez-moi, de cette belle question. Je crois que je ne l'ai pas dit. Ah, voilà. Merci en tout cas de la précision. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y avait aussi dans la recherche une prise en compte de l'état des lieux des bâtiments? Monsieur Demeuse parlait du marché où l'offre devrait être homogène. Effectivement, dans la réalité, même si les réseaux devenaient homogènes, même si l'offre éducative et pédagogique de chaque établissement devenait homogène, il y aurait encore un problème, une problématique de bâtiment purement. Donc les parents, la première chose dans le marché scolaire, la première chose qu'ils voient, c'est l'état de l'école. Enfin, je pense. Maintenant, je ne parle pas de recherche ici, parce que je n'ai pas été un peu plus loin là-dedans, mais une école est moche, même si l'offre qualitative pédagogique est bonne, elle n'est pas attrayante, elle n'est pas attirante. Donc, voilà, je me demandais si dans la recherche, il y avait cette prise en compte ou si c'était vraiment théorique, conceptuel pur. Non, on n'en a pas tenu compte. Mais quant au lien entre la beauté des bâtiments et son attractivité, je ne suis pas sûr. En tous les cas, moi, je connais des exemples d'écoles élitistes qui ne sont pas nécessairement très bien dotées en bâtiments et qui sont très attractives. Ça existe.